Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Monsieur Frédéric Ducarme, normalien, docteur en philosophie de l'écologie et chercheur au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Bonjour Monsieur Ducarme. Vous nous présentez aujourd'hui une conférence intitulée Le Zangbar, histoire de la région de Mayotte et de la culture swahili. Alors, quelques éléments très rapidement pour situer votre parcours professionnel. Alors, vous avez enseigné, je crois, 3 ans à Mayotte et vous collaborez encore avec notamment le CIUFR de Mayotte, le musée, les naturalistes et le rectorat d'académie. Et votre intervention nous propose aujourd'hui une plongée aux origines de la culture mahoraise autour des questions suivantes, et il y en aura d'autres évidemment. Que signifie vraiment Mayotte et Comores? D'où viennent les Mahorais, la langue qu'ils parlent, leurs coutumes, leur religion et leur saluva? Autre question, pourquoi comprend-on si facilement ici les paroles congolaises? Voilà, des réponses et donc de nouvelles questions sans nul doute que vous allez maintenant nous apporter. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui donc dans le cycle de ces conférences publiques du pôle culture, et je vous laisse donc sous les applaudissements la parole. Merci. Merci beaucoup Jean-Louis. Merci à tous d'être venus, merci au CUFR, merci au rectorat qui a permis cette venue aussi. Donc voilà, tout est dans cette première illustration. Je vais vous parler de l'histoire de Mayotte, mais inscrite dans sa région, parce que souvent l'histoire de Mayotte, on l'a fait beaucoup commencer en 1841, c'est là que commencent les archives, c'est là que commence l'histoire écrite française, mais évidemment cette île est un petit peu plus vieille. Donc moi je vais beaucoup me concentrer sur l'histoire qui est avant ça, et qu'on connaît souvent moins bien, et par le prisme de l'histoire culturelle. Alors je précise, comme ça a été dit, que je ne suis pas historien professionnel, moi je travaille en histoire des idées, donc c'est plutôt en tant que vulgarisateur et compilateur, mais ce n'est pas le résultat d'un travail de recherche qui est là, c'est le résultat d'un travail de synthèse, de recherche de vrais chercheurs spécialistes du sujet. Donc je vais utiliser un terme qui est souvent méconnu pour cette présentation, qui est celui-là, celui de Zangbar, que vous voyez écrit en dessous en arabe, parce que ce mot qui aujourd'hui est tombé en désuétude, et on va voir pourquoi justement aujourd'hui on ne connaît plus ce mot, c'est le terme qui désignait en fait la région ici, cette région de l'ouest de l'océan Indien. C'est pour ça que je dis on va parler d'un pays qui n'a jamais existé, parce que le Zangbar a tous les éléments en fait d'un pays, c'est-à-dire il a une langue, il a une culture, il a une civilisation, il a une histoire, il a une identité, mais il n'y a jamais eu une unité politique. Et c'est ça qui définit souvent les pays. Il n'y a jamais eu un président, un roi du Zangbar. Mais pourtant, nous y sommes aujourd'hui dans ce pays-là, et on va voir à quel point... Le micro est mort. Ah, le micro est mort, c'est pas grave. Fais pause. Aujourd'hui ce pays sans forcément se rendre compte. On va voir à quel point ces influences diverses habitent aujourd'hui Mayotte. Alors ce qu'on appelle le Zangbar, c'est une grande partie de l'océan Indien occidental, qu'on borne généralement au nord par la Somalie, qui a une culture un peu à part, et au sud par le Mozambique. Parce que le Mozambique, très rapidement, il est plus musulman, et en plus il a été portugais pendant plus de 500 ans. Ainsi que Madagascar, dont seule la partie nord en fait s'inscrit un peu dans ce bain culturel, et plus ou moins les Mascareignes, même si les Mascareignes ont été peuplées beaucoup plus tard que le reste de la région. Alors ce mot Zangbar en fait, c'est de l'arabo-persan, ça signifie la côte des Noirs. En fait bar ça veut dire la côte, ou même la rivière. En fait les Arabes et les Persans quand ils naviguaient dans l'océan Indien, soit ils allaient vers le sud et ils rencontraient des Africains, donc des Noirs, des Zenj, donc c'était la côte de Zangbar, soit ils allaient vers l'est, ils rencontraient des Indiens, et vous savez sans doute qu'à la Réunion, les Indiens sont encore aujourd'hui appelés les Malbars. C'était les... C'est encore... donc c'était les deux, c'est pas grave. C'était donc les deux côtes de l'océan Indien, qui sont la côte de Malbar, la côte indienne, et la côte de Zangbar, qui est la côte africaine. Donc par déformation, c'est ce mot qui a donné Zanzibar après, qui est le nom qu'on donne en fait à l'île de Ubunja. Zanzibar, ça plutôt, soit le nom, on utilise le mot Zanzibar soit pour l'île d'Ubunja, soit pour l'archipel qui est autour, soit parfois pour toute la région. Et c'est aussi le mot qui a donné en français gingembre, puisque c'était la racine du Zangbar, mais par déformation en grec, puis en latin, puis en français, les Z sont devenus des G. Je montrais à Jean-Louis Rose l'évolution morphologique du français, mais c'est aussi le même terme.
Donc ce terme de Zangbar, il apparaît en français vers le XVIIIe siècle, quand la France commence à s'étendre dans l'océan Indien. Vous voyez ici, c'est une photo que j'ai faite de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Donc en 1751, il y a un article Zangbar qui parle un petit peu de la région, qui est très court parce que les Français ne sont encore pas dans la région. Alors cette côte de Zangbar, elle correspond aussi à une unité un petit peu linguistique, puisque c'est de là que vient la langue, le Kiswahili. Le Swahili qui est actuellement la langue africaine la plus parlée dans le monde, hein. Il y a 150 millions de locuteurs, répartis, vous voyez, sur tous les pays que vous voyez là. Cette langue, elle est apparue au début du Moyen-Âge par justement ces marchands arabo-persans qui venaient dans la région et qui avaient besoin pour le commerce de pouvoir parler avec les populations qu'ils rencontraient. Ces populations étaient souvent bantoues et donc c'est un mélange en fait de grammaire bantoue, qui est une grammaire très simple, à part l'histoire des groupes nominaux, et de vocabulaire arabe. C'est pour ça qu'aujourd'hui en Swahili, il y a une grande partie du vocabulaire vient de l'arabe. Le voyage se dit safari, c'est un mot bien connu, qui vient de l'arabe sfar. À son tour, le shimaoré est un des dialectes du Swahili. Alors c'est le dialecte le plus méridional, donc comme toujours, les dialectes qui sont un petit peu sur les marges d'une ère linguistique sont les plus dérivés, les plus bizarres, mais il n'empêche qu'un maoré qui parle bien shimaoré, qui irait à Zanzibar ou sur la côte kenyane, en quelques semaines, maîtrise parfaitement le Swahili standard. C'est un peu comme pour un espagnol qui se retrouverait au Portugal. Donc ce terme Swahili vient lui aussi de l'arabe, sahil, qui veut dire la côte ou la limite. C'est vraiment l'équivalent du latin limes, la frontière. Et parce que justement ça désigne donc ces peuples de la côte, on va voir à quel point la culture Swahili est vraiment une culture de la côte, qui n'est pas une culture terrienne. C'est le mot que vous retrouvez ici dans Sahel. Hein, le Sahel, c'est la limite du désert. Là, le Sahel, c'est la limite de l'Afrique et de la mer. Donc cette zone s'étend sur aujourd'hui des pays qui vont être le sud de la Somalie, le Kenya, la Tanzanie avec l'archipel de Zanzibar qui appartient à la Tanzanie de nos jours, l'archipel des Comores et le nord du Mozambique. Après au-delà il y a une histoire culturelle qui est très différente. On peut y mettre aussi, j'ai dit, le nord de Madagascar à certaines périodes historiques. Donc ça englobe un certain nombre d'archipels coralliens comme ceux de Zanzibar et des Comores, ainsi que la côte nord-ouest de Madagascar. Donc, la partie de Madagascar qui est islamisée, celle qui est de culture sakalabe. Parce que Madagascar c'est assez compliqué d'un point de vue culturel. Alors, on peut aussi y mettre les Seychelles, même si les Seychelles ça a longtemps été quasiment pas peuplé, et éventuellement les Mascareignes. Au-delà il y a les Maldives, mais les Maldives c'est vraiment une culture typiquement indienne. Ils parlent une langue indo-européenne avec des influences dravidiennes, mais c'est vraiment une culture indienne les Maldives. Ils ont été très longtemps bouddhistes avant d'être musulmans, mais vraiment sur une ère qui n'a rien à voir. Alors, d'un point de vue géographique, on est sur une région qui est corallienne. Ça, c'est important, on va le voir, pour à la fois la vie et pour le commerce. Alors, je vous ai mis une petite animation de la formation de récifs de corail entre un volcan qui perce la surface et qui va progressivement s'éroder, tandis que la barrière de corail, elle, va s'étendre autour. Donc, à Mayotte, vous voyez, on a à la fois des récifs frangeants qui sont au bord des côtes, comme on voit en haut à gauche, et un récif barrière qui entoure l'île, comme vous le savez. Le dernier stade étant le stade atoll, mais ça on n'a pas à Mayotte. Il y en a quelques-uns dans la région, surtout aux Seychelles, et surtout aux Maldives, hein, qui a beaucoup d'atolls. Alors ce qui est important, c'est que quand les marées sont basses, eh bien, les récifs ils affleurent l'eau. Et ça c'est très joli, mais très mauvais pour les bateaux. Donc, ça va être un gros problème dans l'histoire de la région pour le commerce, et simplement les déplacements. Pourquoi? Alors ça c'est une photo sur l'île d'Europa, qui est une île déserte au sud de Mayotte. Ces récifs donc, sont un danger mortel pour les bateaux, d'autant plus qu'on a des marées qui sont importantes sur le canal du Mozambique, et des courants qui sont importants, parfois des cyclones. Donc c'est une région qui est très dangereuse pour les bateaux. Et on sait hélas que la zone encore aujourd'hui entre Mayotte et Anjouan est le premier cimetière marin au monde. Ça ne se traverse pas facilement, même s'il n'y a que 70 km. D'ailleurs, vous savez peut-être que l'île de Mayotte doit son nom à l'arabe, c'est Jazrat al-Mawat, qui veut dire l'île de la mort. Parce que... Ça remarche? Superbe. Parce que donc les marins arabes étaient terrifiés par Mayotte, ils savaient qu'il y avait cette barrière de corail qu'on voit parfois mal depuis un bateau et qu'il est très compliqué de rentrer en bateau dans Mayotte. D'ailleurs aujourd'hui encore les grands bateaux n'ont pas le droit, les capitaines n'ont pas le droit d'appareiller. On a un pilote du port de Mayotte, M. Lafont, et c'est lui qui prend le commandement des bateaux et qui les guide jusque dans le lagon parce que c'est sinon un site extrêmement dangereux pour les bateaux. Alors c'est aussi pour ça que Mayotte va toute son histoire quasiment être l'île la plus pauvre et la moins développée de la région. Et ça c'est important.
c'est parce que Mayotte a longtemps été la plus pauvre qu'elle est aujourd'hui la plus riche. Ça fait partie des paradoxes de l'histoire, c'est pour ça que l'histoire est passionnante d'ailleurs, les retournements historiques. Mais on va voir le développement qu'il y a eu dans la région. Mayotte a toujours été très marginalisée dans ce développement. Donc, à sa mort, le corail se dégrade en sable parfaitement blanc. Vous connaissez l'îlot de sable blanc, Msangasoolé, au sud de Mayotte, il y en a plusieurs autres. Et donc, c'est ça qui fait les belles plages de la région. Ces belles plages, elles sont extrêmement proches et similaires les unes aux autres. Par exemple, ça, c'est une plage à Zanzibar. Bon, quand vous connaissez les plages de Mayotte, vous n'êtes absolument pas dépaysé. Ça, c'est la plage de Diani au Kenya. Vous n'êtes pas dépaysé non plus, on retrouve les mêmes espèces et vraiment les mêmes écosystèmes. D'ailleurs, le corail va aussi parfois être utilisé comme roche, là où il n'y a pas d'autres alternatives que le corail. Et donc ça, c'est à Lamu au Kenya, vous voyez, des bâtiments en pierre, mais c'est entièrement de la pierre de corail, qui en plus offre une bonne isolation et en plus c'est assez légère, donc c'est pratique pour la construction. Donc maintenant, on va parler un petit peu des hommes. Alors là, vous voyez 3 générations de bateaux de la région. Les bateaux très anciens, et c'est vraiment une technologie préhistorique, c'est-à-dire la pirogue, alors historiquement taillée dans un seul tronc d'arbre, avec un balancier, ou éventuellement 2 balanciers, ce qui permet de rajouter un mât, avec, là elle n'est pas sortie, mais les voiles triangulaires qui sont typiques de la région. Au-dessus, vous avez des boutres indiens. Donc ça, c'est les bateaux commerçants vraiment qui apparaissent au Moyen-Âge et à la Renaissance, qui sont des bateaux à fond plat, donc ils sont aussi pratiques pour aller dans les régions coralliennes où il y a un vrai risque de s'échouer. Alors que les bateaux européens vont très très longtemps avoir énormément de mal à naviguer dans la région. Et en haut, vous avez des bateaux un peu plus récents. Donc le Zanzibar est un peu la Méditerranée de l'océan Indien, dans le sens que c'est un carrefour maritime entre plusieurs continents. Alors notamment l'Afrique noire et le monde indien, avec l'Arabie au carrefour, mais aussi Madagascar qui a une originalité très importante, et puis plus tard d'autres cultures vont venir dans la région. Donc il y a plein d'influences très diversifiées qui se sont côtoyées très tôt dans la région, et c'est cette rencontre d'influences qui a fondé cette culture swahili. Donc vous voyez, jusque dans son nom, la culture swahili, c'est une culture de la rencontre, de l'interface. Et c'est vraiment cette interface qui va caractériser la région, interface qui forcément devient une interface commerciale et le commerce va énormément participer au développement de la région. Alors à la préhistoire, les premiers peuples qui arrivent dans la région, c'est d'abord les peuples qui s'installent sur la côte, qui sont donc des Africains, qui appartiennent à cette grande unité qu'on appelle les peuples bantous, qu'on connaît très mal dans leur paléohistoire, parce qu'on a très peu de sources, très peu d'éléments. L'unité bantou, elle est surtout linguistique en fait. Qui arrive entre moins 500 et plus 800 sur la côte. Mais les Bantous n'ont laissé aucun élément archéologique attestant d'une culture marine. Ce n'est pas des navigateurs, c'est vraiment des terriens. Donc sans doute qu'ils n'ont jamais atteint par eux-mêmes les Comores et Madagascar. C'est plutôt après, avec les technologies malgaches ou persanes, quand ils ont appris à faire des bateaux, que là ils ont pu conquérir ces îles-là. Parce que les Malgaches sont là depuis encore plus longtemps. Les Malgaches en fait viennent d'Asie du Sud-Est, de Malaisie et d'Indonésie, et ils ont fait des migrations en traversant tout l'océan Indien, ce qui est très très impressionnant il y a plusieurs millénaires. Donc à partir de moins 2000, c'est les dates les plus extrêmes qui sont avancées, de moins 2000 à moins 700, il y a eu plusieurs vagues jusqu'au milieu du Moyen-Âge. Et donc c'est ces vagues de peuplement asiatique qui sont arrivées à Madagascar. D'ailleurs les Arabes ont assez vite repéré que les Malgaches parlaient des langues qui étaient assez proches des langues que les mêmes navigateurs arabes allaient trouver en Asie du Sud-Est. Donc vraiment c'était connu, et d'ailleurs un des noms de Madagascar en arabe a été Javaga, parce que ça ressemblait aux habitants de l'île de Java. Après ça, il va y avoir des Perses, des Arabes et bien sûr des Indiens qui vont arriver dans la région et se mélanger à cette population par le commerce, mais aussi par la fondation de comptoirs résidents. Alors, c'est pour revenir sur les Malgaches, c'est eux qui apportent donc ces fameux canoës à balancier, qui s'appellent les wak-wak, qui sont très adaptés à la navigation tropicale parce qu'il n'y a quasiment pas de tirant d'eau, donc ça peut passer par-dessus les barrières de corail à marée haute, et ça navigue assez bien. En plus, c'est des bateaux qui sont faciles à faire, ça peut être fait juste avec des cocotiers, qui peuvent arriver sur une île, et en coupant un certain nombre de cocotiers, ils ont la fibre et le bois, et ils peuvent faire des wak-wak. Les Malgaches, on leur dit merci, c'est eux qui ont apporté plein de plantes asiatiques dans la région, notamment les agrumes, le manguier, le bananier et le taro. Aujourd'hui à Mayotte, le taro, qui est une grosse racine, est plutôt remplacé par le manioc, qui est une plante américaine, mais historiquement il a été important dans la région. Et aujourd'hui encore, les Malgaches sont évidemment beaucoup mélangés aux Africains, et ainsi qu'aux Arabes et aux Indiens, mais aujourd'hui encore il reste à Madagascar des populations qui ont des traits très asiatiques.
Là, je vous présente une poétesse malgache dont je ne vous ferai pas l'insulte d'essayer d'épeler le nom. Eh bien, la photo est en noir et blanc. Si je vous disais qu'elle est japonaise, vous pourriez me croire. Oui. Cette dame est malgache, ses grands-parents sont tous nés à Madagascar, mais il y a à Madagascar comme ça des gens aujourd'hui qui ont des physiques quasiment de Philippins ou de Vietnamiens. C'est assez courant. Et on en croise à Mayotte parfois. Donc voilà un héritier moderne de ces fameuses pirogues à balancier avec la voile triangulaire typique. Ça, c'est des pêcheurs au Kenya. Alors on voit quand même que par contre la pirogue de base, elle n'est pas dans un tronc d'arbre, elle est en résine là. La pirogue est un peu plus moderne. Alors l'Afrique est pleine de richesses, on le sait encore aujourd'hui, mais l'Afrique est très difficile à traverser pour des routes commerciales. Les routes commerciales nord-sud en Afrique, il n'y en a quasiment pas, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Il y a quelques routes caravanières qui arrivent à serpenter un peu, mais il y a des forêts terribles, il y a des déserts désespérants. C'est extrêmement difficile de faire du commerce qui traverse l'Afrique, donc souvent les richesses vont tout de suite aller vers les côtes, et le commerce va être fait par bateau. Et c'est ça qui va enrichir justement ces fameuses côtes, ce Sahel. Donc il va y avoir un développement dès la préhistoire de ports de commerce qui commencent à commercer le bois, les épices, l'or, l'ivoire et dès l'Antiquité les esclaves. Qui va être pendant toute l'histoire vraiment le gros business de la région, ça va être les esclaves. Alors l'invention majeure de la région, c'est ce qu'on appelle les mtepe, qui sont des bateaux cousus. C'est-à-dire des bateaux où en fait les planches ne sont pas clouées entre elles mais sont liées par des cordes, ce qui les rend souples. Ça permet à ces bateaux, d'une part, de gratter un massif de corail sans forcément s'échouer dessus, se casser dessus. Et surtout, ça permet de beacher les bateaux, comme on dit, c'est-à-dire d'accoster directement sur une plage. Et le bateau va s'affaisser avec la marée descendante. C'est aussi pour ça que longtemps, il n'y a pas de port dans la région. Il n'y a pas besoin de port en eau profonde avec ce genre de bateau. Donc c'est pratique, on aborde où on veut. Par contre, ça fait que quand d'autres civilisations viennent avec des bateaux avec beaucoup de tirants d'eau, ils ne trouvent pas de port pour accoster. Donc voilà un exemple de fameux bateaux cousus comme ça, vus au Kenya. Donc on en construit encore au Kenya, dans le nord du Kenya, des bateaux cousus. Et c'est une technologie qui a plus de 2000 ans. Donc à la fin de l'Antiquité, on a progressivement des grands empires lointains qui amènent des navigateurs. Alors soit de première main, soit de deuxième main, mais en tout cas, la région est connue de la plupart des grandes civilisations de l'Ancien Monde. Alors d'abord des Grecs, puisque Diogène et Ptolémée parlent de la région et citent des royaumes merveilleux dans la région, puis des Persans, des Arabes et même quelques Romains qui appellent la région Azania. Donc les Romains connaissent la région, même si sans doute que les Romains ne viennent pas eux-mêmes directement jusqu'ici, mais ils commercent avec des Arabes qui leur expliquent que ces richesses viennent d'un autre pays qui est au-delà. Alors ça, c'est un texte qui a 2000 ans, qui est assez célèbre, qui s'appelle le Périple de la mer d'Érythrée. Un périple, en fait, c'est l'ancêtre des cartes. Simplement, c'est une carte qui, au lieu d'être dessinée, est écrite. Donc, où les marins expliquent, à tant de jours de navigation, il y a tel port où tu trouveras telle richesse. Et un peu plus loin, il y aura tel port, etc. Donc, c'est des cartes écrites. Et donc, ce texte a 2000 ans et il dit, dans cet endroit, il y a des bateaux au bordage cousus l'un à l'autre, et des pirogues creusées dans un seul tronc d'arbre, utilisées pour pêcher et attraper la tortue. Vous voyez, il y a 2000 ans, on cite exactement les technologies dont je vous ai montré les photos juste avant. À 2 jours à la voile se trouve le dernier comptoir du pays d'Azania, appelé Rapta. Alors ce port de Rapta, les archéologues n'ont pas réussi à savoir lequel c'était. Ils ont tous les ports de la région, ils disent que c'est eux, à Anjouan ils disent que c'est eux, à Maputo ils disent que c'est eux, personne ne sait. Il y a là de livres. Et Rapta, ce nom provient des bateaux cousus déjà mentionnés. Donc on voit l'importance de cette technologie des bateaux cousus. Je vous ai mis d'ailleurs quelques références bibliographiques. Il y a là de l'ivoire en grande quantité et de l'écaille de tortue. Le long de cette côte, les hommes pratiquent la piraterie. Ils sont très grands et chaque endroit a son chef respectif. Les pays autour envoient à Rapta beaucoup de grands navires, utilisant des capitaines et des équipages arabes qui sont familiers avec les habitants, se marient à leurs femmes, connaissent toute la côte et parlent la langue des indigènes. Vous voyez, il y a 2000 ans, on a déjà cette idée que les Arabes se marient avec les Africaines, ou inversement, et qu'on a ce métissage qui est présent, et un métissage qui est à la fois celui du sang, mais qui est aussi linguistique et culturel. Et c'est vraiment de ça que va naître la culture swahili. J'ai laissé les 2 lignes d'après parce qu'elles sont très impressionnantes. Ces marchés d'Azania sont les derniers du continent, car au-delà de ces endroits, l'océan inexploré se déploie vers l'ouest, et courant le long de l'Afrique va rejoindre la Méditerranée. C'est-à-dire que ces navigateurs, il y a 2000 ans, savaient déjà qu'on pouvait contourner l'Afrique. Sans doute que personne ne le faisait, ils se rendaient compte de manière indirecte par des suppositions ou des récits d'autres gens, mais cette connaissance-là, elle va être utilisée 1500 ans plus tard par les Portugais. Et donc c'est dans ce contexte que vont se développer, dès la fin de l'Antiquité, des cités-États florissantes,
où s'échangent une grande quantité de biens précieux. Et j'insiste sur le fait que c'est des cités-États, ce n'est pas des États justement. Il n'y a pas de volonté de fonder des empires, de conquérir du territoire. C'est des ports qui sont sur la côte, qui tournent un petit peu le dos à l'Afrique, comme on va le voir après, et qui sont vraiment ouverts sur la mer. Donc les principaux, alors Mogadiscio, qui est encore censé être la capitale de la Somalie, il y a Lamu, l'archipel au nord du Kenya, Mombasa, qui reste encore aujourd'hui le premier port d'Afrique de l'Est, qui est la capitale économique du Kenya, l'archipel de Zanzibar, Kilwa, qui va être très importante en Tanzanie, qui aujourd'hui n'existe plus, évidemment les Comores. Tout au sud, vous avez Sofala. Sofala, c'est surtout, il y a des mines d'or au Mozambique à Sofala, donc c'est là de là que vont venir pas mal de richesses. Alors, j'ai mis ici une photo, ma seule photo de léopard, pour vous dire que l'Afrique est dangereuse, et que c'est pour ça que cette culture tourne le dos au continent. Donc, toutes ces cités-États, même celles qui sont sur la côte, en fait, sont situées sur des îles, systématiquement. Ici, vous avez, c'est la photo Google Maps de Mombasa. Vous voyez, Mombasa est une île, en fait, une île dans un estuaire. Ce qui leur permet d'être à la fois mieux protégés, à la fois contre les animaux ou contre des invasions d'autres peuples africains, qui souvent maîtrisent très mal la navigation, et ce qui montre aussi cette ouverture vraiment sur la mer. Et donc, cette culture swahili, elle tourne énormément le dos à l'Afrique, ça c'est important, ça le caractérise. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, les Mahorais ont beaucoup de mal à dire je suis africain. C'est parfois même une insulte à Mayotte. Donc c'est pour ça que c'est sur des archipels que vont se faire toutes ces cités. L'archipel de Lamu au nord du Kenya, l'archipel de Zanzibar, de Kilwa, l'île de Mombasa et bien sûr les Comores. Alors, ces villes sont à l'origine souvent persanes parce qu'il y a eu une grande expansion du sultanat du Shiraz au 8e et 9e siècle. Et même avant ça, les Persans étaient déjà présents, mais c'est les Persans qui ont importé des vrais grands chefs civilisateurs au sens étymologique, c'est-à-dire qui sont des bâtisseurs de villes et des administrateurs. Et donc les premiers sultans. Il y a une décadence des sultanats shirazis à la fin du 9e siècle et ils sont remplacés par des arabes. Mais attention, quand je dis arabes, c'est les arabes de la mer. Donc c'est pas du tout des bédouins de la Mecque. C'est des Omanais et des Yéménites, qui ont une culture quand même qui est assez différente. Ce qu'on appelait à l'époque l'Arabie heureuse. Et donc c'est ces arabes qui vont prendre progressivement le contrôle de ces cités et fonder des dynasties prospères qui viennent au temps de sultanat. Et les premiers bâtiments domestiques en pierre apparaissent au 8e siècle. Avant ça, c'est essentiellement les maisons des chefs, parfois des forts, ou surtout les mosquées qui vont être en pierre. Je vous ai mis ici l'exemple d'une jeune femme d'ascendance persane qui vit au Kenya. Alors c'est notamment pour cette slide que j'avais demandé d'éteindre la lumière, parce que j'ai essayé de vous montrer les étoiles. En fait, les Persans et les Arabes, pour se repérer en mer, ils utilisent l'étoile polaire. Mais l'étoile polaire, en fait, passé Zanzibar, on ne la voit plus. Et là, alors, je vais essayer de jouer avec la lumière. Hop, on voit un petit peu mieux. Ça, c'est une photo que j'ai prise aux îlots Choisil. On voit la Grande Ourse, là, en haut à droite, vous voyez. Et ben, l'étoile polaire, il faut faire 5 fois le bord externe de la Grande Ourse pour la trouver. Et bien là, évidemment, si vous prenez la Grande Ourse et que vous faites 5 fois, voilà, l'étoile polaire, elle est environ là. Donc, à Mayotte, vous avez la preuve qu'on ne voit pas l'étoile polaire. Et ça, en plus, je l'ai pris à la bonne saison où on voit mieux la Grande Ourse, mais pourtant, ça ne permet pas de la voir. Donc ça, c'est très important parce que ça fait que les Arabes ici ont beaucoup de mal à venir. Ils peuvent venir qu'en cabotant le long de la côte, ils ne peuvent pas traverser la mer tout droit, comme ils peuvent le faire dans l'hémisphère nord, grâce à cette étoile. C'est pour ça que les Arabes vont longtemps s'arrêter entre Zanzibar et Kilwa. C'est pour ça, sans doute, qu'aujourd'hui, Madagascar n'est pas musulmane, parce que les Arabes avaient beaucoup de mal à venir à Madagascar. C'est pour la même raison que l'Australie n'est pas musulmane. Les Arabes ne pouvaient pas découvrir l'Australie, alors qu'ils connaissaient très bien l'Indonésie et même les Philippines. Donc c'est qu'après que les Arabes vont arriver en fait à se repérer, parce que les Malgaches vont leur transmettre. Les Malgaches, eux, utilisent le nuage de Magellan, qui est visible dans l'hémisphère sud. C'est ce qui a permis aux Malgaches, dès l'Antiquité, de traverser l'océan Indien sans problème. Et d'ailleurs, ce nuage de Magellan, en arabe, il s'appelle Kumr, qui veut dire clarté. C'est aussi le nom, par exemple, des neiges du Kilimandjaro. Et c'est ce mot Kumr qui va donner le mot Comore. Les Comores, ça vient pas du tout de Kamar, la lune, ça vient de Kumr, la clarté. Même si étymologiquement, il y a quand même un lien, mais beaucoup plus ancien. Alors ce qui va être important aussi, c'est évidemment quand apparaît l'islam, puisqu'on dit qu'il y a beaucoup d'Arabes dans la région depuis longtemps. Et bien quand ces Arabes deviennent musulmans, ils exportent avec eux leur nouvelle religion. Et donc comme ces cités-États sont déjà bien arabisées, l'islam va s'implanter assez rapidement et assez facilement dans la région.
À Mayotte, on aime dire que Mayotte est musulmane depuis le 7e siècle, dès le vivant du prophète. Le prophète est mort quand même très jeune, il aurait fallu se dépêcher. Mais en tout cas, l'islamisation de la région, effectivement, est très ancienne. Et dès le Moyen-Âge, les tombes mahoraises anciennes sont orientées vers la Mecque. Alors ça va beaucoup diviser en deux la population ici, parce que ces Noirs de la côte, les Zenj, vont d'un coup se retrouver divisés entre ceux qui sont islamisés, donc musulmans et aussi lettrés, qui parlent, ou en tout cas surtout déchiffrent l'arabe, donc qui sont liés au Coran, les hommes du livre, du kitab, et ceux qui ne sont pas ces gens-là, et qui restent du coup considérés comme les infidèles, les païens. Les païens qu'on dit en arabe les koufars, c'est ce qui a donné le mot aujourd'hui à la Réunion, les Noirs à la Réunion on les appelle les kafres, ça vient de là, parce que justement ceux qui étaient vendus par les Swahili c'était des non-musulmans. Donc on vendait des koufars, des païens, car dans l'islam il était interdit de réduire en esclavage un autre musulman. C'est d'ailleurs sans doute ça qui a beaucoup motivé aussi l'islamisation de la région, parce que quand on a le choix entre être esclave et être musulman, souvent on fait tous le même choix. D'ailleurs, vous voyez la carte de l'islam, on voit que c'est vraiment toute cette bande côtière comme ça qui est musulmane. Et donc les esclaves, il fallait aller chercher un peu plus loin dans les terres. Il y a un autre mot aussi en Chimaoré, alors les Mahorais parmi vous le connaissent, c'est Mshenzi. C'est une insulte aujourd'hui très, très, très méchante, très grave. C'est vraiment un très gros mot, parce que en français, on traduirait par sauvage. C'est sauvage et païen. Mais c'est un mot qu'on dirait aujourd'hui raciste, dans le sens que ça désigne, vous êtes des sous-hommes. Vous n'êtes pas musulmans, vous êtes des sauvages, vous vivez dans la forêt, vous mangez votre caca, c'est vraiment cette idée-là. Donc c'est une insulte extrêmement violente et déshumanisante, vraiment. Mais c'est ce qui permet, c'est ce qui valide le fait que c'est ce qui justifie que ces gens-là puissent être réduits en esclavage, parce qu'ils ne sont pas vraiment des hommes. Donc c'est une insulte terrible. Vous retrouvez ce nom, c'est le nom d'une des hyènes dans le Roi Lion. Tous les personnages du Roi Lion ont des noms en swahili. Et ça a beaucoup étonné d'ailleurs à l'époque dans les pays swahilophones qu'on utilise un mot aussi grave dans un film pour enfants. Donc vous avez quelques interprétations du 19e siècle, mais de ces fameux, de ces Swahili qui eux sont arabisés, portent, voyez, des habits à l'arabe et vous vendent les sauvages qui sont en guenilles et en haillons. Sachant qu'en fait, évidemment, on est d'un point de vue ethnologique sur des peuples qui sont assez proches souvent. Alors ça c'est une carte qui est extraite du livre qui est sorti il y a 2 ans sur l'esclavage à Mayotte, qui est assez bien faite, même s'il y a encore beaucoup de discussions historiques, donc sur ces réseaux de trafic d'esclaves. Parce que vous voyez, il y a beaucoup en fait de petits royaumes, parfois même des grands royaumes africains à l'intérieur des terres, qui sont souvent en concurrence et facilement en guerre entre eux, et vont aussi aller rasiller des villages où ils réduisent les populations en esclavage, puis les vendent ensuite justement dans ces ports swahili d'où ils partent vers l'Arabie et l'Inde. Donc les 3 groupes ethniques qu'on retrouve le plus ici aux Comores, ça va être des groupes qui viennent du Mozambique, c'est les Makwa, les Makondé et les Mushambra. Mais évidemment, il y a un bain, il y a des esclaves qui viennent vraiment d'une région très très vaste. Alors d'ailleurs, ces esclaves Zenj, ils se sont fait connaître en Arabie lors de la révolte des Zenj, et au 9e siècle, il y avait tellement d'esclaves en fait dans ce qui correspond aujourd'hui à l'Irak, qui travaillaient en fait dans les champs, et c'est vraiment quasiment l'ancêtre des champs de coton américains, que ces esclaves, dont beaucoup étaient d'anciens guerriers, ont tout simplement pris les armes et ont réussi à fonder quasiment un empire en plein milieu de l'Arabie pendant plus de 10 ans. Ça a complètement traumatisé les sultanats, les califats abbassides de l'époque, ce qui a obligé certaines réformes en fait, d'ailleurs dans le système de l'esclavage, et ce qui a fait connaître ces Zenj comme des peuples dont il fallait se méfier. Ici au Comores, la plus vieille mosquée est à Anjouan, elle date du XIIe siècle, donc c'est quand même très ancien pour un bâtiment en pierre. Et à Mayotte, c'est celle de Tsingoni, que vous connaissez sans doute, dont le mihrab est daté de 1532. Voilà, le mihrab de Tsingoni, ça a été découvert en fait assez récemment, en grattant la peinture, qu'il y avait ces 2 petites plaques, dont vous avez le dessin ici, et qui sont des dédicaces donc, du sultan de l'époque, et qui datent de 1532. Peut-être même que les fondations de la mosquée en dessous seraient encore plus anciennes et dateraient du XIVe siècle. Ça en fait la mosquée la plus vieille de France, de très très loin. Là, on est quasiment sous François Ier. Alors, l'islam swahili, c'est une religion de marchands, et donc, comme souvent, ça va être un islam qui est très libre et très tolérant. D'ailleurs, les Swahili ont souvent toléré
sans problème la présence d'autres religions, alors que ce soit entre chiites et sunnites, mais aussi notamment les Indiens qui viennent avec leur propre religion. Les mosquées swahili sont souvent le seul bâtiment en pierre, et c'est vraiment le cas historiquement à Mayotte, et sont souvent de dimension modeste. On ne bâtit pas de mosquées gigantesques dans la région. Chose importante aussi, les religieux n'ont pas accès au pouvoir politique. Il n'y a pas de chef à la fois religieux et politique. À Mayotte, on a des cadis. Avec la seule exception, à ma connaissance, qui est dans l'archipel de Lamou, parce qu'il y a un shérif. Un shérif, c'est un descendant du prophète, et donc lui, il a le droit d'avoir un pouvoir à la fois politique et religieux. Alors, c'est un islam qu'on dit chaféite à Mayotte, parce que vous connaissez les deux grandes divisions de l'islam, même si en fait il y en a trois, entre les sunnites et les chiites, mais au sein de chacune, et notamment des sunnites, il y a plusieurs écoles qui sont importantes dans l'interprétation du Coran et surtout dans le choix des hadiths. Et donc ici, toute la région, vous voyez, on a une grande homogénéité sur un islam chaféite. Donc il y a une tradition assez ancienne qui est vraiment celle de l'océan Indien. Vous voyez que c'est l'islam de toute la côte du Yémen, des Maldives, de la côte indienne et toute la partie indonésienne. Donc qui est un mélange entre la tradition hanafite et la tradition malikite, qui est la plus ancienne qu'on trouve en Afrique du Nord, voilà, mais qui a des spécificités et qui est notamment voilà, un islam très tolérant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions de radicalité. Clairement, c'est l'islam qui est le moins concerné par ça. Vous voyez que les Comores ont plusieurs couleurs parce qu'il y a eu très tôt, notamment en juin, des communautés chiites et ibadites. Ça, c'est le plus vieux témoignage qu'on ait d'une description des Comores. Donc c'est le voyageur arabe Al-Idrissi qui en fait travaille pour le roi de Sicile, le roi Roger de Sicile, et qui a fait en fait donc, la première grande map monde européenne. Donc il dit face au littoral du pays des Zenj, il y a des îles appelées îles du Javaga, et qui utilise ce mot Javaga qui fait référence à l'île de Java en Indonésie. Elles sont nombreuses et de vastes surfaces. Leurs habitants ont le teint très bronzé. Parmi ces îles de Javaga, on trouve celle d'Anguana, c'est évidemment en juin. La population de cette île est un mélange de races, donc on retrouve ce métissage typique de la région, et actuellement elle est dominée par des musulmans. Les habitants y vivent de bananes, dont ils ont 5 sortes différentes. Les mauvais parmi vous, vous savez qu'on a encore ces 5 sortes de bananes qui ont des usages très, très différents ici. Cette île a une campagne organisée et de nombreux villages de paysans qui produisent du riz et du zébu. Le riz a été amené par les Malgaches, et ici, à Mayotte aussi, on a longtemps produit du riz, notamment dans la plaine de Sararano, même si aujourd'hui c'est un peu tombé en désuétude. Il y en a encore un petit peu dans les montagnes, mais ce n'est pas une grande culture. Alors, au Moyen-Âge, il va y avoir quelques périodes où Mayotte va connaître des civilisations brillantes, sur lesquelles on ne sait pas grand-chose, parce qu'on a très peu de sources écrites dessus, mais on a des documents archéologiques. Il y a notamment eu une civilisation de Dembéni, donc ici même, et une civilisation à Aqua. Et on a retrouvé, enfin les archéologues ont retrouvé, dans leurs fouilles, des éléments qui attestent d'un commerce direct avec autant l'Arabie que l'Inde, mais aussi l'Asie du Sud-Est et même la Chine. Il y avait énormément de poteries chinoises, et en particulier à Dembéni. Et donc il montre qu'il y avait un commerce vraiment très très important et très mondialisé. Et vraiment à une époque où en France il n'y a pas ça du tout. Donc c'est assez impressionnant ces découvertes qui sont assez récentes. Et malheureusement, ces deux civilisations d'Aqua et d'Embéni ne sont pas exactement synchrones et ont disparu. La strate disparaît dans l'archive stratigraphique et on ne sait pas trop pourquoi encore ni comment. Peut-être des incursions de pirates, parce que oui, dès l'Antiquité, on signale énormément cette piraterie dans la région et il y a beaucoup de raids dans ces ports qui étaient riches. Vous avez en haut, là, ça c'est un des colliers qui a été retrouvé ici à Dembéni, qui mélange de l'ivoire, du verre qui vient sans doute d'Arabie, des pierres qui peuvent venir d'Afrique ou de Madagascar. Dembéni était beaucoup spécialisé dans les bijoux. On faisait beaucoup de bijoux ici, grâce en particulier aux pierres précieuses de Madagascar qui venaient ici brutes, qui étaient taillées et mises en bijoux à Dembéni et qui repartaient après aller habiller les riches saoudiennes qui n'étaient pas encore si riches à l'époque. Donc ce commerce va s'intensifier pendant tout le Moyen-Âge. Et alors, outre les ressources naturelles comme l'or du Mozambique, il y a aussi les épices qui vont déjà participer à la renommée de la région. Notamment le clou de girofle, et encore aujourd'hui, Anjouan est un grand producteur de clou de girofle. S'il y a des Anjouanais parmi vous, vous savez que c'est une plante qui est très importante. La cannelle, et à Mayotte, si vous prenez dans la campagne, vous trouvez des canneliers revenus à l'état sauvage. N'achetez pas la cannelle à Mayotte, allez la cueillir, ça coûte rien et elle est bien meilleure. La muscade, qui est aussi encore beaucoup produite à Anjouan. Du poivre, du bois de santal, dont on fait encore aujourd'hui le masque de Mzinzano. Du camphre et bien sûr le fameux gingembre, donc qui doit son nom à la région.
toutes ces richesses voyagent en Europe, en Inde et en Chine. Donc le fait qu'on ait un mot pour gingembre dès le grec. Mais là, encore à cette époque, vous voyez, on a vraiment des cités qui sont riches, mais on reste sur ce système insulaire, autant au sens géographique que politique. Donc une constellation de cités-États portuaires qui, malgré leur grande cohérence culturelle, n'ont jamais constitué un État uni. C'est un peu une situation comme l'Italie du Moyen-Âge. Il faut penser à Venise ou à Gênes. Donc ces cités portuaires extrêmement puissantes, mais sans hinterland, qui sont uniquement commerçantes, qui ne produisent rien, mais ou peu, essentiellement l'artisanat, mais qui commercent. Et cités qui, et là aussi comme l'Italie du Moyen-Âge, sont en rivalité permanente, et qui dit rivalité, au bout d'un moment dit guerre. On connaît à Mayotte ce qu'on appelle l'histoire des sultans batailleurs. Les 4 îles des Comores ont passé vraiment toute leur histoire à se faire la guerre, impitoyablement. Dès qu'il y en a une qui avait un peu plus d'argent que les autres, elle allait envahir les autres. Et le 19e siècle, qui est bien connu maintenant, notamment la BD de Nassur Toumani, sur la fin des sultans batailleurs avec André Ansoli, où vraiment les îles sont prises et reprises quasiment chaque année, c'est bien insupportable, avec des massacres de population à chaque fois. Alors une date qui va être très importante et qui va changer le cours du monde, c'est 1453, donc la chute de Constantinople, la constitution de l'Empire ottoman. Cet Empire ottoman, il bloque la route de la soie qui reliait commercialement l'Europe et l'Asie. Donc à ce moment-là, les Européens qui voulaient continuer de faire du commerce avec l'Asie doivent trouver un autre moyen. Alors vous savez que Christophe Colomb, il explique qu'il suffit de partir tout droit vers l'ouest et on tombe sur le Japon. Il a essayé, ça va marcher. D'autres gens ont dit, c'est simple, on se souvient des textes de l'Antiquité qui expliquent qu'on peut contourner l'Afrique. Donc les Portugais, qui sont les plus à l'ouest, se retrouvent paradoxalement les plus proches de l'Asie. Et c'est les Portugais qui, dès le XVe siècle, vont commencer à contourner l'Afrique comme ça, et ils rejoignent l'Arabie, de là l'Inde, la Chine, etc. On connaît aussi le voyage de Marco Polo, même si lui il n'est pas passé par là, mais il a participé à la connaissance de ces routes-là. Et donc évidemment, à partir de là, eh bien, le canal du Mozambique ici se retrouve être la plus grosse route commerciale de l'humanité. La moitié des richesses du monde passent par ici. Et ça, c'est nouveau. Et donc, ça va provoquer vraiment une explosion de richesses dans toute la région. Et donc, le Zanzibar devient vraiment le cœur de la plus importante voie commerciale au monde. Et ces ports et comptoirs ont commencé à attirer toutes les convoitises. Parce qu'il y a un vrai commerce international qui se met en place. Et les pays qui participent à ce commerce veulent avoir leur propre comptoir. Et donc, commencent à lorgner un peu sur les ports intéressants. Ça, c'est une photo de Lamu au Kenya, qui est vraiment la ville swahili la mieux préservée. Allez-y, c'est un des plus beaux endroits du monde. Alors, ici aux Comores, l'île préférée des marins pour jeter l'ancre, ça va être Anjouan. Parce que c'est la mieux protégée. Vous voyez que sa forme triangulaire comme ça, quelle que soit la direction du vent, on est sûr de pouvoir se mettre à l'abri. Donc les marins adorent ça. En plus, Anjouan a pas beaucoup de corail, donc ça n'embête pas les bateaux. Inversement, Anjouan devient la plus riche et la plus puissante. Et inversement, Mayotte, qui est la plus dangereuse, va être évitée par les marins. Donc c'est celle qui va le moins profiter de ce commerce. Et donc c'est pour ça que, alors qu'on avait eu des belles civilisations à Aqua et Dembéni, Mayotte à ce moment-là va s'appauvrir par rapport aux autres parce qu'elle est marginalisée dans ce grand commerce international qui cette fois-ci concerne des bateaux européens ou chinois, mais avec des coques qui n'aiment pas du tout les récifs mahorais. Les Comores vont être importantes parce que c'est l'équivalent du Cap Vert. C'est-à-dire que quand les Portugais font le tour de l'Afrique, ils doivent suivre en fait les retournements de vent avec les saisons. Donc à l'ouest, il y a une relâche au Cap Vert où ils attendent que le vent tourne. Ils contournent l'Afrique, ils arrivent aux Comores, et là il y a une deuxième relâche avant de pouvoir remonter vers l'Inde. Donc parfois les bateaux vont rester plus d'un mois. Donc ça, pour le commerce, c'est très important. Alors vous voyez, ça c'est une carte de la Renaissance qui illustre bien, c'est une carte des Comores ancienne. On reconnaît bien l'île d'Anjouan, avec sa forme triangulaire, on voit qu'elle est très bien connue et identifiée des marins. Moélie, elle est un peu mal dessinée, mais ils savent qu'il y a des petits îlots en bas, ils voient que la Grande Comore, c'est un grand truc nord-sud. Mais regardez la gueule de Mayotte. Là, on est à peu près sûr qu'ils n'ont jamais mis les pieds, les gens. Ils ont dit, il y a une 4e île là-bas, elle doit être ronde. Mais bon, vu en horizontal, on ne sait jamais la forme d'une île. Il n'y a pas petite terre, il n'y a pas la baie de Boélie, il n'y a rien du tout. Donc là, par contre, il y a une chose qu'on voit très bien, c'est la barrière de corail. Ça, c'est très très bien renseigné, vous voyez, dans la carte. Donc, on voit que les marins, vraiment, ne connaissent pas l'île, mais connaissent la barrière de corail, et ce qui justifie qu'ils n'y vont pas. Et que Mayotte va rester une île très rurale. C'est pour ça qu'on n'a pas de bâtiments anciens à Mayotte. Il y a la mosquée de Tsingoni, mais c'est quasiment tout.
ça a été des villages en terre et en bois jusqu'au 19e siècle. On n'a pas eu ces grands bâtiments comme vous avez vu tout à l'heure pour l'Amou. Donc ça c'est la plus vieille description de Mayotte, donc d'un navigateur ottoman qui a écrit le Kitab Ibariye, donc le Kitab al-Bahari en fait, un livre de la mer. La seconde île est nommée Magota. On dit que les Portugais y ont mis des hommes, ce qui est faux. Mais ils ne le savaient pas, de toute façon aucun donné n'y est allé. Elle a un chat, sa population est noire et blanche. Donc encore une fois, toujours ce métissage, mais cette cohabitation. Même si là, attention, quand il dit noir et blanche, il ne parle pas de Mzungu, hein. C'est sans doute plutôt des Arabes ou des Persans. Ils sont chaféites, parmi eux, point d'hypocrisie. Ça c'est important pour lui parce qu'il y a plein de peuples africains qui font semblant d'être musulmans pour ne pas être réduits en esclavage. Et eux, ils disent que ça a l'air d'être des vrais musulmans. Elle a une ville nommée Shinkuni, qui est Tsingoni, la capitale de l'époque. Mais il n'y règne que des cheikhs. Donc là, c'est très méprisant. Il n'y a que des... Un cheikh, pour lui, c'est un chef de village, quoi. C'est pas un... Il n'y a pas de grand sultan important selon lui. Ce qui est faux d'ailleurs à l'époque, parce qu'il y a un sultan assez important à la même époque, mais apparemment il ne l'a pas rencontré. Alors, les Portugais qui arrivent dans la région, leur but ça va être de créer un maximum de comptoirs qui sont sûrs pour eux et qui leur appartiennent le long de la nouvelle route des Indes. Donc Vasco de Gama, qui réalise la traversée jusqu'ici en 1498, fonde la ville de Maputo, qui est encore le principal port du Mozambique, puis progresse vers le nord et ils prennent Zanzibar, qui va être un comptoir important pour les Portugais. Donc au passage, ils passent aux Comores, les Portugais, ils vont faire du commerce à Anjouan, et ils passent devant Mayotte, et d'ailleurs ils baptisent Mayotte l'île du Saint-Esprit, mais comme ils n'y ont jamais mis les pieds, personne n'est au courant. Mais à ce moment-là, les Portugais vont se heurter aux ambitions d'un autre empire, qui est le sultanat d'Oman. Donc aujourd'hui, le sultanat d'Oman, c'est ce tout petit pays très joli, à la pointe de l'Arabie, là, qui fait face à l'Iran, dont on n'entend pas beaucoup parler, à part pour la mort de leur sultan l'an dernier, mais qui a été un grand empire et qui a vraiment été le rival des Portugais dans la région. Et comme d'habitude, quand deux grands empires se rencontrent, ils vont se faire la guerre pendant 200 ans. Alors, les Omanais ont quand même pour eux le fait que leur capitale est beaucoup plus proche et qu'ils sont musulmans, comme la population de la région. Ça va les avantager largement et ce qui explique sans doute en partie leur victoire. Et donc 200 ans de guerre. Donc certaines villes comme Mombasa vont être prises et reprises plusieurs dizaines de fois pendant 200 ans, avec à chaque fois des massacres. Donc c'est ça qui a motivé le fait que sur la côte est-africaine, vous avez ce système de forts monumentaux, hein, qui sont vraiment impressionnants. Vous avez ici celui de Paté dans le nord du Kenya, de Kilwa en Tanzanie, et le fort Jésus qui est à Mombasa. Donc tous ces forts sont à la fois omanais et portugais, puisqu'à chaque fois qu'ils les reprenaient, ils l'agrandissaient, ils le refaisaient un peu à leur sauce. C'est vraiment un exemple d'architecture métissée. Finalement, les Portugais sont repoussés définitivement vers le Mozambique à la dernière prise de Zanzibar par les Omanais en 1698. Donc à partir du XVIIIe siècle, les Omanais règnent en seul maître sur le Zanzibar. Donc ça c'est l'intérieur du fort Jésus, et on voit les créneaux rehaussés presque chaque année. Ces créneaux pointus comme ça, c'est typique de l'architecture omanaise et qu'on va retrouver aussi dans toute l'architecture swahili par la suite. Donc à partir du XVIIIe siècle, l'Empire omanais règne sans partage sur tout l'océan Indien occidental. Il est toujours dirigé depuis sa capitale Mascate en Arabie, mais c'est Zanzibar qui est le cœur économique. Et ça, c'est très très dangereux pour un pays d'avoir un cœur économique très éloigné du cœur politique. Les Anglais l'ont appris à leurs dépens au même siècle d'ailleurs. Et donc alors là on a une carte qui est un peu trompeuse. Alors, on voit qu'ils ont vraiment toute la côte iranienne, tout ce qui est aujourd'hui les Émirats Arabes Unis, le Qatar et toute cette côte africaine, mais en fait c'est pas des possessions territoriales, ils n'ont pas de territoire, ils possèdent simplement les ports qui sont présents sur cette bande-là, mais il n'y a pas d'extension côtière. Donc là vous avez une illustration d'un riche zanzibarien du début du 19e siècle, et donc ce monsieur est un zenj, est un noir, mais il est habillé ici typiquement à la mode omanaise, avec le turban, et vous voyez que le turban c'est omanais, ça diffère beaucoup de ce que portent les gens du désert, qui est plutôt sous la forme de chèche, etc. Donc la grande tunique, les sandales, et surtout à la ceinture, le poignard omanais, le kandjar, ce poignard tordu là, qui est le symbole encore aujourd'hui du sultanat d'Oman. Le drapeau d'Oman, c'est deux poignards croisés. Ça, les Mahorais parmi vous lèvent le sourcil en voyant cette photo, souvent parce que c'est exactement les vêtements que vous retrouvez pour les Manzaraka, lors des grands mariages. Aujourd'hui, à Mayotte, lors des mariages, les hommes s'habillent en omanais. Et c'est vraiment le vêtement qui est resté typiquement. Et à Mayotte, dans les familles, on se transmet de père en fils des kandjars omanais, dont certains sont anciens. Donc
Donc ça c'est une photo contemporaine que j'ai prise au Sultanat d'Oman pour montrer un petit peu à la fois l'architecture, alors qu'on n'a pas ici à Mayotte, mais qu'on va retrouver vraiment dans la région, avec ces petits créneaux pointus, et l'usage beaucoup du bois, hein, donc un usage mixé de la pierre et du bois, d'ailleurs souvent les bâtiments sont en corail. Et là aussi, vous voyez les vêtements, ça c'est des vêtements typiquement omanais, mais encore une fois, c'est des vêtements qu'on retrouve énormément à Mayotte et sur toute la côte du Zanzibar, avec le petit chapeau plat, là, le koufia, qui est un chapeau traditionnel omanais, mais que vous pouvez voir, personne n'en a aujourd'hui dans la salle, mais on peut trouver facilement dans la rue. Alors l'architecture swahili, donc, elle se développe à cette époque, donc elle est très inspirée par l'architecture omanaise, mais avec d'autres sources d'inspiration, notamment l'inspiration indienne sur ce goût des portes. Alors ça aussi on n'a pas à Mayotte, mais vous trouvez en Anjouan ou en Grande Comore, et surtout à Zanzibar. Ces très belles portes comme ça, très ouvragées, très lourdes, et qui sont une manière de montrer sa richesse, parce qu'on est des zones qui commercent le bois, les bois précieux, et donc avoir une très belle porte, c'est montrer qu'on est un bon commerçant. Alors il est possible que ces pointes en fer, enfin en laiton qui sortent comme ça, en Inde apparemment ça sert contre les éléphants. Mais alors ici il y a moins d'éléphants, mais c'est une tradition qui est restée d'un point de vue architectural. Ça c'est juste pour vous montrer quelques exemples, c'est le vieux quartier swahili de Mombasa. Donc avec cette architecture typique, on trouve les petits créneaux pointus, beaucoup ces avancées comme ça, ces balcons en bois, et des belles portes. Vous voyez, alors à la fois des belles portes et même des beaux ouvrages en bois sur la façade parfois. Ça c'est le palais du sultan à Zanzibar. Et donc on retrouve aussi l'architecture typique avec ces belles arabesques, etc. Donc si Mayotte avait eu un sultanat un peu plus puissant, on aurait eu sans doute ce genre d'architecture ici. Aujourd'hui, ça pourrait d'ailleurs être une source d'inspiration pour nos architectes. Donc voilà ici des illustrations de sultans de Zanzibar. Donc là, bon, eux, c'est la fin du 19e siècle, mais c'est pour montrer encore une fois ces vêtements. Et vous voyez donc, cette mode omanaise avec tous le kandjar dans la ceinture et le turban. Donc là, il y a un des derniers sultans des Comores, le sultan Saïd Mohamed d'Anjouan, donc en grand habit lui aussi, et donc une carte postale de la Grande Comore de l'époque, où on voit, donc, il y avait ces bâtiments en pierre, mais pas très hauts, avec des toits en chaume. Et on retrouve toujours les fameuses pirogues à balancier. Donc ça, c'est des Omanais contemporains, des amis Omanais, pour vous montrer donc ces vêtements-là. Alors les garçons mahorais parmi vous ont sans doute déjà porté ce genre de vêtements. Souvent à Mayotte, on ne sait pas à quoi sert la petite ficelle, le petit pompon là. En fait, c'est que les Omanais sont des grands commerçants de parfums, parce que c'est un des seuls endroits au monde où pousse l'encens, mais aussi la myrrhe, le camphre. Et donc, voilà, il y a une culture du parfum là-bas, mais c'est des parfums qui ne sont pas dans de l'alcool comme nous aujourd'hui, mais dans des huiles. Et en fait, ce petit pompon, on le trempe dans l'huile parfumée, c'est comme ça qu'on se parfume. Donc c'est à ça que ça sert. Et c'est marrant de voir que cet objet existe à Mayotte, mais personne ici ne sait à quoi ça sert. On a juste un petit pompon, voilà. Vous voyez donc les deux couvre-chefs qui sont soit le turban, soit le koufia. Alors ça, c'est une illustration que j'aime bien montrer à Mayotte, parce que tout le monde dit « Ah oui, oui, je vois où c'est ». Et ben non, ça, c'est pris au Kenya. Mais c'est pour montrer à quel point les cérémonies coutumières sont extrêmement homogènes dans la région. Alors les noms des danses vont pas être les mêmes, mais vraiment quand on y assiste, quand comme moi on est étranger qu'on y assiste, je vois aucune différence moi entre les cérémonies qu'il va y avoir à Lamu au Kenya ou à Mayotte ici, c'est extrêmement proche. On retrouve alors, outre les vêtements, le culte de la canne dans les cérémonies. Un riche swahili doit toujours avoir une canne, même si on n'a pas besoin pour marcher, parce qu'encore une fois la canne c'est le bois précieux, parfois l'ivoire, les métaux, etc. Donc vous voyez, cette culture swahili, vraiment, c'est à cette époque-là qu'elle va se fixer, telle qu'elle est encore vive aujourd'hui. Ça, c'est pour vous montrer un peu les vêtements. Donc, vraiment, les vêtements masculins sont d'inspiration clairement arabe, avec le koufia dont on a parlé, qu'on voit là. Donc ça, c'est des photos comoriennes. Alors, historiquement, il y avait aussi un vêtement à Mayotte, ça existait encore aujourd'hui, on ne voit plus du tout, juste une espèce de jupe pour les garçons. Vraiment une jupe en tissu nouée à la ceinture. Ça s'appelle le shkoi. Oui, parfois les vieux bakoko ont encore ça. Voilà. Le shkoi. Alors chez les collégiens on ne trouve plus ça, mais il n'y a plus beaucoup de collégiens qui viennent en jupe à l'école. Mais ça a été inversement à voir tout à l'heure qu'il y a des filles en pantalon aussi. Et donc la canne est indispensable à l'élégance, à la maturité. Et le kandjar romanais est encore présent au grand mariage, comme le turban. Alors, par contre, les habits féminins, eux, l'influence arabe est beaucoup plus discrète, ça a beaucoup plus être une influence indienne et africaine. D'ailleurs, ce qui est typique de la région, c'est que les cheveux ne sont pas toujours couverts. D'ailleurs, tiens, c'est marrant, on a une seule qui a son châle aujourd'hui parmi deux parmi les Mahoraises.
Ça c'est typique de Mayotte, c'est que, enfin pas de Mayotte, c'est typique de la région Swahili, c'est que les femmes sont musulmanes, se couvrent les cheveux mais pas forcément tous les jours. Et parfois elles se font une jolie coiffure et vont exhiber leur jolie coiffure qui remplace statutairement le châle sur les cheveux. Ça c'est assez original dans le monde musulman. Donc les femmes sont souvent drapées dans 2 ou 3 grandes étoffes colorées, ce qu'on appelle au Comores le salouva, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est ici, et qui peuvent se porter d'une grande diversité de manières différentes. Parfois assez proche du sari indien, qui est sans doute l'inspiration majoritaire. Jadis, les salouvas étaient brodés, de nos jours c'est beaucoup ce qu'on appelle les tissus africains, le wax, alors qui est vraiment l'archétype de l'objet mondialisé, parce que le wax c'est une technologie japonaise produite en Hollande et vendue en Afrique. Et c'est ça qu'on appelle le tissu africain. Et c'est ça qui est passionnant dans l'histoire géo. Ça, c'est une carte postale comorienne de 1908 où vous voyez du coup un salouva qui a 113 ans. On voit que c'est pas très dépaysant pour nous, cette mode vestimentaire, il est d'ailleurs assez joli. Alors, c'est déjà sans doute un tissu, vous voyez le motif de l'encre et tout, c'est sans doute déjà un tissu mondialisé. Peut-être un tissu produit en Europe pour qu'il y ait ce genre d'encre. Ça, c'est pas du tout un symbole swahili. Surtout, comme je l'ai dit, les bateaux swahili ont peu d'encre. Et vous voyez à droite, ça c'est une planche de sari indien de 1928. Et bien là, pareil, quand on a l'habitude de Mayotte ou de Zanzibar, on n'est pas du tout dépaysé. Et là, j'aurais juste à colorer la peau des modèles et on est tout de suite aux Comores. Donc alors, et on retrouve surtout la grande diversité des manières de porter ces vêtements-là. Et ça, c'est des choses, voilà, notamment dans les Manzaraka. Alors en plus, aujourd'hui, on a une influence indienne qui revient, parce que beaucoup de Mahorais regardent Bollywood. Et il est possible que l'influence indienne s'affirme encore plus dans les décennies à venir du fait de ce soft power indien. Alors ça, c'est des très belles photos qui ont été retrouvées il n'y a pas longtemps par le Muséum de Washington, qui datent d'autour de 1900. Donc c'est des photos colorées. Donc c'est pas des photos couleurs évidemment à l'époque, mais colorées après. Elles sont assez passionnantes parce que vraiment, si je vous disais que je les ai prises hier matin à Kaweni et que j'ai mis un filtre Instagram dessus, vous auriez pu me croire. C'est assez impressionnant de voir à quel point le port du salouva avec le petit body en dessous, le fait que les femmes n'ont pas forcément les cheveux couverts, le garçon porte le koufia, etc. Les filles qui se coiffent comme ça à la chaîne, ça on voit ça dans toutes les cours d'école et de collège à Mayotte. Ou la jeune élégante à droite avec son parapluie parasol. Voilà. Donc vraiment, là, il y a vraiment une force de cette culture-là. On voit qu'il y a eu que les vêtements contemporains dans la région ont quasiment pas bougé depuis au moins 100 ans et peut-être plus. Alors inversement, ça c'est des aristocrates zanzibariennes. Elles sont habillées d'une manière qui nous est beaucoup plus exotique et vous remarquez donc que la femme à droite porte une espèce de pantalon bouffant qui manifestement était à la mode chez les élégantes zanzibariennes du début du XXe siècle. Bon, ça a laissé moins de descendance, ça, avec aussi une espèce de fraise autour du cou. Mais vous voyez, c'est les Zanzibar Beauty. Donc voilà, des plus riches zanzibariennes avec une espèce d'extravagance dans les vêtements, mais qui dénote aussi la richesse et l'élégance. On sait aujourd'hui, je n'apprends à personne à quel point l'élégance est importante à la femme mahoraise. Et ça, c'est vraiment dans toute la région quelque chose vous voyez, de fort et d'ancien. Certainement pas ça, pour le coup, les Parisiennes sont connues dans le monde entier, mais c'est vraiment pas les Françaises qui ont amené ça à Mayotte. Alors un autre détail typiquement indien, c'est les bijoux. Parce que les Mahoraises parmi vous, là, qui a le nez percé? Toutes les Mahoraises ont le nez percé, quasiment. C'est culturel, comme vous dites. Vous ne verrez jamais ça chez des musulmans d'habitude. Même en Afrique, c'est un truc qui se fait assez peu. C'est typique d'ici, ça c'est l'influence indienne. Le nez percé, c'est typiquement indien. D'ailleurs, parfois, justement pour les mariages, ces occasions, on a des Mahoraises qui vont se mettre des bijoux avec une chaînette qui relie le nez à l'oreille, des choses comme ça, ou des bijoux qui tombent sur le front, comme on voit là-haut. Tout ça, c'est vraiment l'influence indienne, voilà. Mais qui est très très forte dans la région. Voilà. Les Indiens ont apporté... donc vraiment, beaucoup de modes féminines viennent d'Inde dans la région. Alors, dans ces photos, on voit aussi la grande diversité des types ethniques dans la région. C'est-à-dire que, comme on est justement un point de rencontre entre plein de cultures, en fait, les habitants de la région, alors souvent ont la peau plutôt foncée,
plutôt moins que les Africains, qui sont plus dans le continent d'ailleurs, mais si on remonte un petit peu, ont tous des ancêtres indiens, arabes, portugais, etc. Et donc, alors que beaucoup de pays d'Afrique, c'est que en Afrique, la politique se fait beaucoup au prisme de l'ethnie. On a des groupes ethniques qui savent se reconnaître visuellement. Ici, on n'a pas du tout ça. Et on a une diversité ethnique qui est assez impressionnante. Donc ça, c'est des photos que j'ai prises au Kenya. Et on retrouve des gens qui ont des visages extrêmement différents, y compris ce beau pêcheur kényan. Là, on voit mal, mais il a les yeux bleus. Alors qu'il a la peau très très sombre, mais c'est un pêcheur aux yeux bleus. C'est pour ça que je lui avais demandé l'autorisation de le photographier. C'est pas un cas isolé. Ça arrive dans la région, les noirs aux yeux bleus. Vous savez que c'est aussi le cas du héros du livre de Natasha Rapana, Tropique de la violence, qui se passe à Mayotte. Alors c'est un héros de fiction, mais elle dit bien que c'est quelque chose qui existe dans la culture. Bon, voilà, ça c'est une autre photo prise au Kenya. Ça c'était intéressant parce que c'était un forum de pêcheurs. Et on voit aussi la grande diversité, alors à la fois vestimentaire, mais aussi en termes de mode et de type physique qu'on trouve dans la région. Alors les Indiens, ils sont importants, on en parle peu dans l'histoire parce que les Indiens, c'est quasiment les seuls qui n'ont pas fait la guerre. Ils ont fait que du business ici. Et l'histoire étant souvent l'histoire politique et l'histoire guerrière, mais n'empêche que les Indiens sont très très importants, vous l'avez vu dans les modes féminines, mais ils sont présents aussi en termes démographiques. Sur la côte kenyane, les Indiens tiennent tout le business. Toute l'économie de la côte kenyane à Mombasa est tenue par des Indiens et des familles qui sont là parfois depuis 300 ans. Alors, ils ont du coup leur temple, puisque l'islam chaféite tolère largement dans la région que les Indiens qui font du business et qui embêtent personne fassent leur temple. Et donc, autant à Zanzibar qu'à Mombasa, vous pouvez voir ces mendirs indiens. Alors, ils ont un système un peu particulier, ils sont très endogamiques, les Indiens, ils se reproduisent énormément entre eux, donc ils ont vraiment l'idée c'est vraiment une communauté qui se mélange que partiellement. C'est encore partiellement le cas à La Réunion aujourd'hui. À Mayotte, les Indiens ont longtemps eu un quartier sur le boulevard des Crabes, le Morne aux Indiens. C'est un des îlots, les anciens îlots là, du boulevard des Crabes, où il y avait une communauté indienne qui était là. On n'a pas de grand temple indien à Mayotte, mais vous voyez, ça c'est à Mombasa, au Kenya. Voilà. Pour qu'il y ait des temples aussi beaux que ça, c'est la preuve qu'il y a une communauté qui est à la fois importante, riche et très bien incluse. À Mayotte, on a aussi beaucoup d'Indiens musulmans quand même. Ceux qu'à La Réunion on appelle les Arabes, qui sont en fait plutôt pakistanais. Alors, ça c'est pour parler un peu de nourriture, parce que la région prospère grâce aux épices, mais les épices ça ne nourrit pas son homme. Donc il faut aussi se nourrir. Alors la cuisine est beaucoup fondée sur le poisson, comme vous savez, le thon, bonite, mérou, capitaine et poisson corallien, la noix de coco, et la nourriture frite, donc le chaoula ou bata, qui désigne beaucoup de fruits verts ou de racines qu'on va faire frire. Ça va être de la banane plantain, du fruit à pain, du manioc, du songe, toutes ces choses-là. Et plusieurs régions cultivent le riz, même si aujourd'hui c'est tombé en désuétude parce que, hélas, le riz chinois coûte moins cher que celui qu'on fait pousser dans le jardin. Vous reconnaissez, ça c'est une photo après Pasamenti, vous voyez toutes les grandes cultures de la région. L'arbre à pain, le cocotier, le bananier, le manguier. Là-bas, il y a des agrumes et du manioc. Voilà, c'est vraiment un agro-paysage. Alors les principaux fruits, ça va être la noix de coco, la banane, la papaye, la mangue, les agrumes, le jacquier et l'ananas. Et beaucoup de ces fruits sont mangés verts en tant que légumes, salade de papaye verte, de mangue verte. Pourquoi? Parce que souvent, c'est lui, sinon, si vous attendez que vos fruits mûrissent, c'est lui qui va s'en occuper. Donc ici, à Mayotte ou à Madagascar, on a les muriens. En Afrique, on a les singes verts, c'est encore pire. Et eux, ils s'occupent facilement de vos fruits. Donc on a beaucoup de récoltes de fruits verts comme ça. Ce qui est beaucoup moins le cas à La Réunion, parce qu'il n'y a aucun animal frugivore. Alors ce qui est marrant, c'est aussi que tout ce qu'on mange ici à Mayotte, il n'y a rien qui vient de la région. Dans le menu lambda mahorais, j'ai trouvé que le riz, qui est d'origine africaine. Parce qu'il y a deux riz. Il y a le riz qui pousse en eau, qui est le riz asiatique, et le riz qui pousse dans les champs, qui lui vient plutôt d'Afrique. Mais sinon, les Indiens, c'est eux qui ont apporté le gingembre et l'oignon. On mange beaucoup d'oignons, on cultive beaucoup d'oignons ici, on va voir pourquoi. Cocotier, manguier, bananier, agrumes, jacquier, arbre à pain, litchi, tout ça, ça vient d'Asie. Alors ça a été importé dès le Moyen-Âge par les Malgaches, mais c'est quand même des arbres asiatiques. Et surtout, papayer, ananas, manioc, pommes de terre, tomates, piments, fruits de la passion, maïs, tout ça, ça vient d'Amérique. Donc ça, c'est arrivé en fait, tout ça était absent de la région avant le XVIIe siècle. C'est extrêmement récent qu'on ait de la papaye et de l'ananas à Mayotte. Alors ces cultures, elles sont aussi adaptées à la situation commerciale. Parce que les bateaux qui viennent faire leur relâche ici, ils ont besoin de se ravitailler. Et donc on va leur fournir ce qu'ils veulent.
Alors de quoi ils ont besoin les bateaux? Ils ont besoin de cordes. Vous savez que dans un voilier, les cordes elles s'usent. Pour les cordes, on va faire des cordes en fibre de coco. Ça marche assez bien. Et encore aujourd'hui, à Mayotte, si vous allez voir les vieilles cocos dans les villages, les vieilles femmes, elles savent toutes faire des cordes. Ah, les Mahorais parmi vous, vos grands-mères, vous leur demandez de faire une corde, elles savent faire. Et vous pouvez faire de l'escalade avec. Il y a un savoir-faire qui existe encore. Alors aujourd'hui, ça ne sert plus à grand-chose. Hein, c'est rare que les porte-containers nous demandent des cordes. Mais il y a ce savoir-faire qui a été transmis pendant très longtemps et qui se perd maintenant. Après le cocotier, on a importé en fait maintenant le sisal. Et ça, vous le voyez beaucoup ici dans la région de Dembéni. Et le sisal, aujourd'hui, beaucoup de Mahorais se demandent à quoi ça sert parce qu'on ne l'exploite plus. Mais c'est une plante qui fait des fibres, et ces fibres font des cordes de très grande qualité. C'est pour ça qu'on a implanté cette plante ici, qui maintenant s'est marronnée. Ils ont aussi besoin absolument de vitamines, les marins. Vous savez que les marins qui partent en mer longtemps, ils attrapent le scorbut parce qu'ils ne mangent plus de produits frais. Et donc pour soigner le scorbut, le mieux, c'est les agrumes. Parce que les agrumes, à la fois, c'est riche en vitamines, et ça se conserve assez bien. Et donc, c'est pour ça qu'on a planté énormément d'agrumes dans la région. Et ça, c'est très connu des navigateurs. Tous les récits de navigateurs disent qu'il y a beaucoup d'agrumes ici. Et donc c'est une culture qui est très ancienne et très diversifiée. On a de la lime, du combava, du cédra, du citron orange, de l'orange verte, on a plein de trucs comme ça. La photo à gauche, je l'ai prise à Jumbo, c'est du citron Ubara, il y a marqué. Google ne connaît pas cette variété de citron, mais elle existe ici. Ça montre à quel point on a vraiment un art des agrumes. Sans doute que ces différentes variétés servaient aussi à avoir des récoltes différées sur l'année, ce qui permettait d'élargir en fait l'offre en agrumes. Et enfin, ils ont aussi besoin de viande, et la viande, ça va beaucoup être le poulet ici. Comme vous savez encore aujourd'hui, tout ce qui est chèvre et zébu, c'est surtout pour les mariages qui sont abattus, mais la seule viande de grande consommation, c'est le poulet. D'ailleurs, à Mayotte, ça n'existe plus, mais beaucoup de marins s'étonnaient que dans la région, il y avait des poulets à chair noire. Il existe encore aujourd'hui une race de poulet à chair noire en Indonésie. Peut-être que ce seraient les Malgaches qui auraient importé ce poulet à chair noire dans la région, mais aujourd'hui, je ne sais pas si ça existe encore ici dans le Zangbar. Évidemment, à Mayotte, la culture la plus célèbre, c'est celui-là, c'est l'ilang-ilang, que je ne vous présente pas. C'est aussi une plante asiatique, hein, ça vient d'Asie du Sud-Est, l'ilang. C'est possiblement les Omanais qui l'ont importé dans la région, parce que les Omanais sont des producteurs de parfums. Donc l'industrie de Zanzibar, ça a beaucoup été le gingembre et le clou de girofle, mais à Mayotte, c'est l'ilang qui a donné son nom, hein, l'île au parfum, et qui illustre aujourd'hui le blason de l'île. Mayotte a cultivé pas mal d'autres parfums. Il y a eu de la citronnelle, il y a eu du vétiver, du santal, du camphre, qui à certaines époques ont rapporté pas mal d'argent à Mayotte. En haut, j'ai mis l'illustration d'un vendeur de parfums au sultanat d'Oman. Aujourd'hui, encore en Oman, vous pouvez acheter ces parfums qui sont en huile. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas les mêmes molécules qui sont hydrosolubles et liposolubles, et donc il y a des parfums qui ne sont pas faisables en parfum alcool, mais qui sont faisables seulement en parfum huile. Et ça fait des senteurs très très différentes. C'est vraiment un artisanat qui existe encore, qui à Mayotte est un peu affaibli, mais qui pourrait être réactivé. Alors la grande prospérité du sultanat, ça va surtout être les clous de girofle, parce que figurez-vous que les clous de girofle, ça se vend une fortune au XVIIIe et XIXe siècle. Et d'autant que ça s'exporte de l'Angleterre au Japon, vraiment. Et en plus, chaque pays leur prête des vertus aussi puissantes que contradictoires, même s'il y a des vertus quand même très identifiées aujourd'hui, hein, médicalement, des clous de girofle, notamment anesthésiantes. On commerce encore le bois, donc l'indigotier, l'ébène, le santal, toujours l'or, l'ivoire et bien sûr les esclaves. Esclaves à direction de l'Arabie, il va y avoir aussi une participation du Zangbar au commerce triangulaire et aux Caraïbes. Donc il y a, par exemple, aujourd'hui, c'est fascinant l'histoire, il y a aujourd'hui des Français aux Antilles qui descendent d'Africains vendus peut-être à Mayotte. Alors j'espère que leurs descendants respectifs sont bien réconciliés, mais c'est cette histoire paradoxale des Outre-mer. Donc le principal produit d'exportation de la région, ça reste les esclaves, et vraiment jusqu'au XIXe siècle. Donc c'est ces Africains dont on parlait, ou des Malgaches parfois, non musulmans, théoriquement non musulmans, mais après c'est souvent le vendeur d'esclaves qui décide de la religion de son esclave, qui sont capturés soit lors de raids sur le continent, soit c'est des prisonniers de guerre, et il y a même notamment aux Comores de l'élevage entre guillemets, c'est-à-dire en fait ils ont des esclaves à demeure et des femmes qui obligent à se reproduire en permanence, à faire énormément d'enfants, et on vend des enfants directement. Ça c'est une spécialité comorienne. Donc l'archipel des Comores et l'archipel de Zanzibar sont deux grandes plaques tournantes du commerce d'esclaves en direction de l'Arabie et des Indes.
Et ce qui est intéressant, j'ai mis ces deux photos à côté parce que, encore une fois, vous voyez que la seule différence entre ces deux personnes, c'est ce qu'ils ont sur la tête. L'un c'est des chaînes et l'autre c'est un turban. Mais dans tous les cas, il y a une diversité. Hein. Il y en a qui font très arabe là physiquement et d'autres qui font très africain. Mais voilà, certains se définissent et sont définis et reconnus comme étant des Swahili, qui aiment bien se faire appeler arabes, et les autres sont des koufars. La photo à droite, c'est le monument de commémoration de l'esclavage à Zanzibar. Alors parmi les ethnies réduites en esclavage, chez les Kafres, les plus représentés dans la moitié sud du Zanzibar, c'est ceux du Mozambique, dont je parlais tout à l'heure, les Makwa, Makondé et Mushambra. Ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là ont manifestement participé aussi à la culture d'ici. Par exemple, regardez la femme à droite. C'est une femme Makwa du Mozambique. Et sur le visage, elle a quelque chose qui est à base de poudre de bois de santal et qui ressemble énormément au Mzinzano de Mayotte. Alors elle vous dira que c'est pas du Mzinzano, c'est du Muziro, mais ça ressemble quand même beaucoup. On ne sait pas d'où vient le Mzinzano, s'il vient plutôt de Madagascar ou plutôt de l'Afrique. Moi personnellement, mon hypothèse, c'est que ceux qui ont le plus besoin de se protéger le visage, c'est plutôt les esclaves, et qu'il y a de fortes chances que ce soit une coutume d'esclaves qui soit ensuite diffusée aux autres couches de la société, et que ça vienne plutôt du Mozambique, ce Mzinzano. À gauche, c'est un village Makwa, et si vous regardez la maison là, ça ressemble aussi, à s'y méprendre, aux bangas traditionnels mahorais. Et là, il est fort possible aussi que ces bangas en question soient une tradition qui vienne plutôt du Mozambique. Alors, je dis que la région devient la première route commerciale au monde. Et évidemment, qui dit richesse, dit qu'il y a des gens qui vont être intéressés à ces richesses, et donc ça va attirer une piraterie mondiale. Le pire étant que les Anglais et les Français arrivent à se mettre d'accord pour chasser les pirates des Caraïbes à la fin du XVIIIe siècle, et donc tous ces pirates des Caraïbes, ils viennent ici. Voilà. Ils sont chassés d'une des deux grandes routes commerciales mondiales, ils viennent dans l'autre. Et donc ça va être terrible. Et la piraterie est tellement intense que plusieurs de ces cités vont complètement être anéanties par la piraterie. Piraterie et aussi les guerres qu'elles mènent entre elles. Notamment Kilwa. Et Kilwa, on a plein de récits de voyageurs, notamment du XVIIe siècle, qui expliquent que Kilwa, c'est la plus belle ville du monde. Et c'est des gens qui ont vu Londres, Paris, Pékin, et qui disent Kilwa, c'est extraordinaire. Kilwa est complètement effacé de la carte en 1840. C'était 100 ans avant une des villes les plus belles et les plus riches du monde. Aujourd'hui, Kilwa, ce sont des ruines. Alors l'avantage, c'est que c'est des ruines qu'on peut visiter, parce que c'est préservé, c'est des ruines d'époque, mais évidemment, on a du mal à se rendre compte, il n'y a plus que les structures des bâtiments, et on ne voit plus les richesses qu'il y avait. Donc Kilwa est abandonné en 1840, qui est une date qu'on connaît bien, 1840 à Mayotte, puisque c'est en 1941 que Mayotte devient française. Alors, oui, dès 1704, on a un témoignage intéressant d'un capitaine anglais qui parle de Mayotte. Il dit il commence à être plus connu dans le monde qu'auparavant, et même les gens de Mascate, comme ceux de Madagascar, viennent faire du commerce avec eux. Beaucoup de navires s'y arrêtent pour faire des rafraîchissements, ce qui les a enrichis. Mais ce qui est pire que tout, d'après ce qu'on m'a appris, c'est que les pirates de Madagascar viennent souvent ici, de sorte qu'à cause d'une rencontre toujours possible avec ces coquins, je n'en ferai pas un endroit sûr pour un petit navire seul, bien que le pays soit agréable. Vous voyez, en 1704 déjà, il dit pour les bateaux, c'est une mauvaise idée Mayotte, parce que non seulement il y a le récif, mais surtout il y a les pirates. Et il dit en somme, Mayotte c'est joli, mais il y a de l'insécurité. Alors Mayotte va être vraiment ravagée par ces incursions de pirates, à tel point qu'en 1840, il y a apparemment plus que 2 villages habités à Mayotte, qui sont la Pointe Mahabou et le rocher de Dzaoudzi. Sachant que la Pointe Mahabou aujourd'hui n'est plus habitée, c'est le seul quartier de Mamoudzou qui est un parc, mais pourtant, alors pourquoi ces 2 rochers? Parce que ce sont des rochers avec des falaises très escarpées, et en fait c'est des forts naturels. On a vu qu'on n'a pas de fort à Mayotte, on n'a pas les gros forts comme le fort Jésus de Mombasa, donc pour se retrancher contre les pirates, on se met sur ces plateaux un peu élevés, d'où on peut voir de loin arriver les pirates et fortifier comme on peut. Voilà. Donc, ce capitaine, il y a d'autres récits, il a participé à l'expédition d'Anjouanais qui venait faire une razzia à Mayotte, qui s'est très mal passé d'ailleurs, et il raconte justement l'utilisation de ces murailles comme fort. Et donc Mayotte est ravagée et presque entièrement dépeuplée quand le dernier sultan Andréan Soli la vend aux Français en 1841 avant de prendre la fuite. Parce que les Français venaient de fonder un comptoir à Nosibé, à Madagascar, et donc il apprend que les Français sont là, ont une armée, pourront protéger l'île, lui il se barre. Alors aujourd'hui Andréan Soli, il a le nom du boulevard, mais c'était un pirate lui-même Andréan Soli, il a passé moins de temps à Mayotte que vous. Il venait de conquérir Mayotte dans le sang, et vraiment il abandonne le navire.
Donc c'est à partir de là que les Français vont pouvoir établir un réseau de commerce. Les Français n'ont jamais vraiment eu la vocation coloniale, paradoxalement. Ils sont toujours arrivés après les autres, autant en Amérique que dans l'océan Indien. Et donc, alors que d'autres grandes puissances se partageaient le continent, les Français ils prenaient les îles qui restaient. Donc Maurice, Madagascar, les Seychelles. Et donc le petit réseau de comptoirs français, ça va être ça. Et donc on cartographie enfin pour de vrai Mayotte. Et donc au XIXe siècle, on a ce renversement des forces entre le sultanat d'Oman et les puissances européennes qui deviennent l'Angleterre et la France. Il y a eu les Hollandais un peu entre-temps. Et donc depuis Mayotte, Mayotte est française en 1841, et la France va ensuite conquérir les Comores en 1880. Il y a 40 ans entre Mayotte et les Comores, ce qui est très important. Parce que Mayotte, qui a été tyrannisée par ses trois voisines pendant toute l'histoire, a été très contente d'être française et d'être en sécurité contre les pirates, avec les bateaux de guerre français. Et donc, quand les Comores deviennent français, cette fierté mahoraise est un peu attaquée. Et donc, il y a une rivalité qui va vraiment durer toute l'histoire. Mayotte, qui était la plus pauvre aussi, devient la plus riche. Et donc, voit d'un très mauvais œil que les Comores deviennent elles aussi françaises, parce que ça remet la concurrence sur la table. Là, vous avez un capitaine anglais qui parlemente, vous voyez, avec des sultans locaux. Alors, on me fait signe qu'il reste plus beaucoup de temps, donc je vais passer très vite sur ce que l'histoire est beaucoup mieux connue de la colonisation. Là, vous avez le drapeau de Zanzibar, colonie anglaise. Et donc, on arrive à la période coloniale, qui est la période aussi donc grande originalité de l'océan Indien, alors que dans l'Atlantique, la colonisation française a amené l'esclavage. Ici, c'est l'inverse. La colonisation française a supprimé l'esclavage, puisque l'esclavage avait déjà été aboli en France quand Mayotte devient française. Donc très rapidement, on applique cette abolition à Mayotte. Et la France doit d'ailleurs dédommager les propriétaires d'esclaves, dont une partie d'ailleurs fuit à Anjouan ou à Madagascar pour continuer leur commerce. Et donc Mayotte, il n'y avait déjà plus que 500 Mahorais quand Mayotte devient française, et elle est encore plus dépeuplée après. Donc la grande question de la France pendant 100 ans, ça va être de peupler Mayotte parce qu'il n'y a personne à Mayotte. Et donc la France va aller chercher des Malgaches, des Africains, des Comoriens, des Zanzibariens, des Indiens, donc tous ces engagés volontaires pour peupler l'île. Et c'est ceux-là qui sont les vrais ancêtres des Mahorais d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a des villages entiers qui parlent malgache à Mayotte. Alors, les engagés volontaires ne sont pas des esclaves, mais la distinction est parfois très subtile, et les conditions de travail vont être souvent terribles dans les usines sucrières, sauf que le sucre n'a jamais vraiment marché à Mayotte, et donc il va y avoir des révoltes d'engagés volontaires, notamment en 1856, qui sont réprimées dans le sang. Ce qui va tuer définitivement les Angbars, c'est ça. C'est en 1869, c'est le canal de Suez, qui fait que les Européens n'ont plus besoin de contourner l'Afrique. Et du jour au lendemain, il n'y a plus un bateau qui vient ici. Et alors toutes ces villes qui ne vivaient que du commerce, qui n'ont pas d'interland, qui n'ont pas de culture, qui n'avaient que le commerce disparaît d'un coup. Et donc toutes ces grandes cités swahili sombrent dans la misère. Et vraiment subitement. Ce qui facilite en plus leur colonisation. Colonisation puis décolonisation. Mais oui, même dans la décolonisation, ces villes ne vont pas être à l'honneur, parce que ça aurait pu être le moment où apparaît un pays qui serait les Angbars, un grand pays unifiant toute la région. Mais comme ces cités-États ne sont pas reliées entre elles par une bande territoriale, à la place, elles vont toutes être intégrées, et tous ces archipels sont intégrés à des grands pays africains, qui sont à majorité non musulmane, qui ne sont pas forcément de culture swahili, et donc ça va marginaliser toutes ces villes, dont aucune n'est capitale, ni Mombasa, ni Dar es Salaam, ni Zanzibar, etc. Finalement, le seul héritier du Zanzibar, le seul pays 100% swahili aujourd'hui, c'est les Comores, qui est le seul pays de la région qui n'appartient pas à un plus grand pays non swahili. La France reste présente dans la région, par Mayotte et la Réunion, mais aussi par les îles éparses, et qui font quand même, vous voyez, une surface océanique importante. Et donc, j'arrive à ma conclusion. Qu'est-ce qui reste justement de cette histoire du Zanzibar? Alors, il reste d'abord la langue, parce que le swahili, langue de marchand extrêmement facile à apprendre, grammaire très simple, est restée la langue véhiculaire de la région. Vous savez que l'Afrique est linguistiquement un bazar incroyable, il y a des centaines de langues, il y a 70 ethnies au Kenya, parfois il y a plusieurs langues au sein d'une même ethnie. Donc quand il a fallu pour ces pays trouver une langue nationale, c'était déjà la langue du commerce, le swahili. Donc la Tanzanie et le Kenya ont le swahili comme langue officielle nationale, et le swahili est une des langues officielles aussi en Ouganda, Rwanda, Burundi, dans tout l'est du Congo, le nord du Mozambique, et on parle des dialectes swahili aussi